Bien, donc on vient de saluer Monsieur Frérot et son co-auteur, en espérant que vous ayez pu profiter de cette rencontre et profiter de ces échanges. J'espère aussi que vous avez pu profiter de ce moment sympathique autour d'un déjeuner qui n'était pas moins. Sincèrement, c'était zéro déchet, mais ce n'était pas zéro plaisir. Et merci encore à Marie-Luce pour le choix qu'elle a fait de ces deux chefs qui nous ont apporté beaucoup de choses. Je pense qu'on peut les applaudir. Ils sont encore là et ils vont sincèrement, je pense, apprécier et Marie-Luce et les deux chefs, et les trois même. Voilà. Et on transmettra Marie-Luce au chef des chefs dès qu'il va rentrer d'Italie, si j'ai bien compris, ce que vous avez dit tout à l'heure. Didier, on se retrouve. Attention à la marche, elle est toujours là. Hein. J'ai dit toute la journée, on l'a fait. Donc, les promesses de la science. Vous allez accueillir deux invités. Aurélien Bélanger, philosophe, écrivain et homme de radio, qui peut nous rejoindre. Et puis Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'université, spécialiste de l'intelligence artificielle, que je salue, qui nous rejoint aussi. Alors, j'ai repéré quelque chose qui les relie, si je puis me permettre d'anticiper, Didier, sur ton débat qui t'attend. C'est qu'on a en fait deux auteurs de romans. Oui, deux romanciers. Deux romanciers. Puisque le spécialiste de l'intelligence artificielle a un pseudo de littéraire qui est Gabriel Neige. Je vous laisserai peut-être tous les deux et tous les trois nous expliquer pourquoi. Et j'ai retrouvé un roman intitulé ce matin, Maman a été téléchargée, qui est sorti en 2019. Je voulais vous faire ce clin d'œil aux chercheurs que vous y êtes. Donc voilà. Merci d'avoir choisi ces deux invités, Didier, et on vous laisse tous les trois. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci Stéphane. Alors, on va essayer de... Vous avez peut-être remarqué dans les questions que je posais ce matin que j'essaye quand même d'être un peu positif. Et donc, il y a un titre très, très positif pour cette table ronde, c'est les promesses de la science. Les promesses de la science. On se recroirait vraiment presque chez Jules Verne, quoi. Et donc, on va... enfin, non, nos amis vont parler de ça avec deux angles différents, parce que même si Jean-Gabriel Ganassia a écrit un roman, il est très connu pour ses recherches, pour son parcours académique et aussi pour sa présidence de comité d'éthique du CNRS. Donc il s'intéresse à la science en général et aux répercussions de la science. Et comme vous le savez, Aurélien Bélanger a écrit beaucoup sur la place de la technologie dans nos vies et de la fiction, faire évoluer la fiction dans le domaine des technologies. Alors, on va jouer sur ce contraste, évidemment, mais tout d'abord, Jean-Gabriel Ganassia, je voudrais que vous nous disiez, vous, comment vous voyez évoluer les domaines de recherche dans les domaines que vous connaissez bien et quelles sont justement les promesses de la science dans ces domaines? Donc merci effectivement de m'avoir invité à parler de cette question des promesses de la science. Et en même temps, je crois qu'il faut d'abord dire que la science n'a pas pour vocation de promettre. Alors, bien sûr, le terme promettre lui-même est un peu polysémique. Promettre, c'est à la fois s'engager. Alors, est-ce que la science peut s'engager à quelque chose ? A priori, même si les scientifiques, aujourd'hui, ont l'habitude, lorsqu'ils rédigent des projets de recherche, d'écrire ce qu'ils vont faire, ils ne s'engagent pas, ils n'ont pas d'obligation de résultat. Ils n'ont que des obligations de moyens. Et si on regarde d'ailleurs rétrospectivement, l'histoire a montré que la science déjouait souvent les pronostics. Et donc, elle surprend. Et on peut même dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on découvre, c'est que justement c'est quelque chose qui n'était pas imaginable au départ. Et donc, ça ne peut pas être le résultat d'une promesse, puisque ça advient comme ça tout d'un coup. Donc, c'est antinomique, en tout cas, avec l'idée de science. Alors ça, c'est la première définition, c'est s'engager à. La science ne peut pas s'engager à quelque chose. Alors, la deuxième définition qu'on pourrait donner à la promesse, je vous promets qu'il va se passer quelque chose, c'est le fait qu'une promesse, c'est une annonce.
de quelque chose. Alors, est-ce que la science nous annonce des choses? Alors, oui, mais en général, c'est pour le pire. Hein. Elle nous annonce, par exemple, les changements climatiques. Hein. C'est pas extrêmement gai. Alors, on peut distinguer dans ces annonces deux types d'annonces. Des annonces qui sont des choses évidentes, qu'on a déjà observées et que la science arrive à justifier rationnellement. Donc de ce point de vue-là, ça permet simplement de mieux comprendre ce qui s'est produit, mais ça, c'est pas particulièrement intéressant. Mais il y a un deuxième type d'annonce qui correspond à ce que les logiciens appellent des contrefactuels. C'est-à-dire que des choses qui n'ont jamais été observées sont décrites. Et alors là, c'est extrêmement difficile parce que ce sont des annonces qu'on ne croit pas. La science est comme Cassandre. Elle nous promet des choses que personne ne croit. Alors c'est l'exemple, par exemple, de la pandémie. En 2018, en 2019, il y avait un certain nombre de scientifiques qui disaient, et ça fait beaucoup plus longtemps, il pourrait y avoir une pandémie mondiale. Et les hommes politiques leur disaient, non, mais bon, c'est pas sérieux, ça coûterait très cher de prévoir tout ça, c'est improbable. Justement, on prévoit l'improbable et on n'est pas écouté jusqu'au jour, bien sûr, où ça arrive. Donc ça, c'est le deuxième sens, l'annonce. Et puis le troisième sens, quand on promet quelque chose, c'est quelque chose de beaucoup plus gai qui correspond un peu à un rêve. On vous fait espérer quelque chose. Et j'ai l'impression que la raison pour laquelle on a intitulé cette table ronde Les promesses de la science, c'était quand même plutôt pour le troisième sens. C'était pas ni pour le premier ni pour le deuxième, qui sont quand même plutôt ennuyeux. Alors, les promesses de la science sont assez nombreuses, et comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, c'est pas parce que la science promet, vous fait espérer que effectivement ça va advenir. Et d'ailleurs, une étude rétrospective des promesses de la science montre qu'en général, ça n'est pas arrivé. Et quand ça arrive, souvent, ce qui est gênant, c'est que on a bien réalisé un certain nombre de choses. Par exemple, vous voyez, on arrive à voyager d'un bout à l'autre du globe en avion. On a résolu un grand problème, la famine, peut-être pas partout dans le monde, mais quand même grandement. On communique d'un bout à l'autre du monde quasi instantanément, sans coût. Mais il y a toujours des effets, des choses qui arrivent en même temps que ça. Ouais, par exemple, sur la communication, il y a toutes les fake news, toutes ces choses abominables. Sur les transports, il y a une augmentation de la pollution, de l'effet de serre, etc. Donc ce sont des espérances, bien sûr, qui font rêver, mais qui souvent s'accompagnent de constats assez désagréables. Alors moi, si j'ai le temps, je voudrais vous parler d'une chose qui nous donne une idée un peu à la fois de l'espérance, parce qu'on ne pourrait pas tout brosser, bien sûr, et en même temps des résultats que ça donne. Alors, je vais prendre un rêve qui a été décrit par plusieurs auteurs. Par exemple, le romancier argentin José Luis Borges, qui nous explique dans un de ses livres, qui raconte l'histoire d'un autre auteur qui s'appelle Suárez Miranda, qui rapporte lui-même avoir lu dans un ouvrage qu'une peuplade avait imaginé faire une carte d'une précision absolue, 1-1. C'est-à-dire que 1 mètre était 1 mètre sur la carte. Et donc, ils étaient extrêmement contents, mais assez rapidement, ils se sont lassés parce que c'était extrêmement encombrant. Ils ont laissé les cartes dans le désert. Alors, un autre auteur, qui est un logicien, alors nous, en tant qu'informaticiens, on aime bien les logiciens, Lewis Carroll, raconte lui aussi l'histoire d'un pays dans lequel les cartographes ont essayé d'être de plus en plus précis. Alors, ils ont commencé, ils ont fait une échelle de 6 pouces pour 1 000, et puis ensuite de 6 yards pour 1 000, etc., jusqu'à avoir une échelle 1-1. Mais alors, le problème, c'est que les agriculteurs n'étaient pas du tout contents parce que ces cartes couvraient toute la surface du territoire. Et donc, on les a roulées et on ne les a jamais utilisées. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, vous voyez, c'est quand même extraordinaire d'avoir une carte très fidèle. Eh bien, aujourd'hui, on a, grâce au numérique, des cartes qui ressemblent un peu à des cartes 1-1. Alors, bien sûr, c'est un peu délicat parce que ce sont des nombres. C'est-à-dire qu'on va avoir
toute la surface du territoire qui va être codée. Alors, bien sûr, ce n'est pas 1000 pour 1000, mais c'est presque la même chose. C'est-à-dire que sur votre écran d'ordinateur, vous pouvez avoir presque l'équivalent. On peut avoir une carte 1 avec tous les détails possibles. C'est ce qui commence à y avoir avec Street View, avec Google Maps, etc. Donc oui, c'est une promesse extraordinaire. Alors ça, on peut dire, ça arrive, donc ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Mais il y a des scientifiques qui ont essayé d'aller un tout petit peu plus loin. Et en particulier, il y a un informaticien qui s'appelle David Gelernter, qui a proposé, il y a une trentaine d'années, de poursuivre plus avant ce projet et de mettre l'ensemble de l'univers dans une boîte. Et donc non seulement d'avoir une transcription d'une fidélité totale 1-1, mais en plus de ça, d'être capable de rentrer à l'intérieur des objets. Par exemple, vous avez une maison, et donc non seulement vous pouvez avoir la façade de la maison, mais vous pouvez avoir les meubles à l'intérieur de la maison. Vous pouvez donc décrire l'ensemble des choses. Et lui, il dit, c'est une grande avancée technologique, il dit, ça va être la troisième grande révolution. C'est-à-dire après la révolution du web, des opérateurs comme Google qui tirent parti avec les moteurs de recherche des échanges écrits, après la numérisation des relations humaines avec les réseaux sociaux, il dit, là, on va avoir quelque chose qui va aller plus loin encore, on va rentrer à l'intérieur, on va avoir, vous voyez, une espèce de duplication totale du monde. Il y a un très beau tableau de Magritte, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle « La condition humaine ». Je l'aime beaucoup parce que c'est un tableau, sur un tableau, le tableau dessine le fond du tableau, du paysage. C'est un peu ce qu'on aura, sauf que là, on ira encore plus loin. Ce n'est pas simplement la surface des choses, mais c'est aussi l'intérieur des choses. Alors cette idée a séduit quelqu'un qui s'appelle Kevin Kelly, qui est le rédacteur en chef de la revue Wired. Je pense que vous voyez tous ce qu'est la revue. Et lui, il dit, peut-être qu'avec des lunettes à réalité augmentée, on va pouvoir tirer parti de cette cartographie totale des objets et de l'intérieur des objets, et que à ce moment-là, on va pouvoir, vous voyez, vous passez devant une maison et vous allez voir à l'intérieur de la maison les meubles, vous allez voir les frigidaires, vous allez voir à l'intérieur des frigidaires ce qu'il y a. Et ça, il trouve que c'est extraordinaire. Et alors, bien sûr, une des questions qui pourrait se poser, donc lui, il dit, par exemple, vous voyez, on verra la manche de quelqu'un et automatiquement, on verra la montre qui est sous la manche de quelqu'un. Alors, je suis peut-être désolé de dire ça, mais il y a une question, bien sûr, que je me suis posée, qui est peut-être un peu indiscrète. C'est que verrons-nous sous les jupes des passantes? Vous savez, les surréalistes avaient imaginé qu'il y avait des coupes de cristal sous les jupes des passantes. Et les dadaïstes qui avaient des clés à molette. Alors, la question est, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, jusqu'où cette exploration de l'intérieur des choses peut arriver à tout voir. Alors, toujours là-dessus, j'ai dit, donc vous voyez, on passe de la cartographie totale à cette cartographie, non pas de l'extérieur des choses, mais l'intérieur des choses. Et puis, un autre grand technologue, dont vous avez tous entendu parler, Mark Zuckerberg, est allé un peu plus loin. Il a dit, peut-être que non seulement on va pouvoir, grâce à ces projets, faire une cartographie totale, voir l'intérieur des maisons, mais alors, il sait qu'il a des règles morales assez rigoureuses. Il exerce une censure terrible. Donc l'histoire des jupes des passantes, ça c'est sûr, il n'en a pas parlé. Et je suis sûr que d'ailleurs ça l'effraierait un tout petit peu. Vous savez qu'il a censuré par exemple l'origine du monde de Courbet, parce au motif que c'était pornographique. Mais sa stratégie un peu autre. Il veut voir l'intérieur, mais pas simplement l'intérieur des maisons, l'intérieur ce qu'il y a sous les habits, mais il veut voir ce qu'il y a sous les crânes. Et donc pour ça, il souhaite utiliser les technologies, les interfaces cerveau-ordinateur pour essayer de savoir ce que vous pensez. Alors comment ça marche? Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. On met des électrodes, alors soit sur la surface du crâne, sur le scalp, soit à l'intérieur du crâne, sur l'encéphale, et on va corréler les différences de potentiel électromagnétique qui sont produites par l'activité cérébrale à nos propres désirs.
Alors, ça peut avoir des applications, par exemple pour des gens qui sont paralysés, des emmurés vivants, ça leur permet de communiquer avec l'extérieur. Hein, ça peut aussi, si vos mains sont occupées, vous permettre de faire des commandes. De nombreux projets européens essayent de développer ces interfaces cerveau-ordinateur à de multiples fins. Et depuis 2017, Mark Zuckerberg a lancé un projet de communication cerveau-ordinateur. Et donc, ce qu'il souhaite, c'est mettre des électrodes sur le crâne des utilisateurs pour essayer de détecter leur désir. Hein. Son idée, hein, c'est, par exemple, hein, si vous avez le souhait d'une pizza, ben vous n'avez même pas besoin d'écrire, ça va beaucoup plus vite. Hein. Vous pourrez formuler cela simplement, enfin, sans avoir ni à le prononcer ni à l'écrire, et le réseau social sera au courant et pourra vous donner la pizza. C'est formidable. Alors, par exemple, hein, vous pouvez demander en plus une pizza à l'ananas, une pizza hawaïenne avec peut-être un peu plus de jambon, etc. Lui, il parle que de pizza. C'est moi qui invente hein, la pizza hawaïenne. Hein. Alors, bien sûr, les conséquences, hein, et je vais terminer là-dessus, hein, c'est est-ce que ces promesses de la science sont désirables, hein, est-ce que ces promesses de la technologie hein, sont désirables? Alors, bien sûr, première chose, hein, on a des questions éthiques hein, essentielles, parce que si on est capable de lire à l'intérieur de votre pensée, eh bien, on vide les femmes et les hommes de toute intériorité, puisque tout ce que nous savons, tout ce que nous pensons, hein, va être immédiatement transparent au réseau social. Donc, bien sûr, et je crois que Zuckerberg a présenté, je sais qu'il venait de l'université de Harvard, il a présenté ça devant des juristes qui lui ont dit, oui, mais attention, hein, ça viole le 5e amendement de la Constitution américaine. Hein. Donc, effectivement, ça pose vraiment un problème considérable. Et à titre personnel, on vous a dit que j'étais dans les comités d'éthique, il y a beaucoup de comités d'éthique du numérique, et je dois dire que, après un certain nombre d'années dans ces comités d'éthique, je suis un peu déçu parce qu'on rédige des chartes hein, avec des rapports qui sont d'ailleurs fort ennuyeux, mais sur des questions comme celle-là, personne n'est allé dire à Mark Zuckerberg, et c'est vrai qu'on n'oserait pas le faire, hein, mais écoutez, des projets comme ceux-là sont vraiment immoraux, hein, au sens propre. Alors je vais rentrer un peu plus dans le détail. On pourrait, et je terminerai là-dessus, deux objections propres à cela. C'est que si vous aviez effectivement, parce que Zuckerberg dit oui, tout le monde sera libre, on pourra enlever le bonnet quand on veut, remettre le bonnet, hein, et c'est juste quand on veut communiquer. Il dit c'est pour fluidifier la relation avec le réseau social. Alors, ce qu'il dit, il y a deux objections qu'on peut adresser à cela. Hein. C'est une objection d'ordre psychique, c'est-à-dire que supposez que vous ayez un bonnet qui vous permette d'exaucer immédiatement tous vos désirs. C'est-à-dire que vous avez besoin de la pizza arrive immédiatement sans que vous ayez besoin de l'écrire. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que vous allez épuiser le désir. Hein, parce que dès que vous avez... Hein, alors qu'il plus est, bon, il y a des désirs quand même auxquels il faut résister. Hein, et ça, c'est une objection éthique, bien sûr, hein, c'est qu'on ne peut pas simplement exaucer. Alors, soit le réseau social va exercer une censure immédiatement, hein, auquel cas il faut bien sûr savoir comment se fait la censure, soit sinon, hein, on va rentrer dans un monde de sauvagerie terrible, d'autant plus que, comme les désirs immédiats seront tous exaucés, on voudra aller plus loin dans son désir, et ce sera donc une catastrophe. Alors, pour conclure, Mark Zuckerberg justifie son projet en citant Steve Jobs, qui disait, vous savez, un ordinateur, c'est comme un vélo dans la tête. Et Zuckerberg a dit dans une interview qui est apparue dans la revue Wired, je crois, hein, il a dit, oui, c'est comme un vélo, et au fond, qu'est-ce qu'il y aurait de coupable à permettre d'aller plus vite avec un vélo? Alors en français, bien sûr, alors je ne sais pas si en anglais c'est comme ça, avoir un petit vélo dans la tête, hein, ça veut dire quelque chose. Hein, et alors on se demande s'ils ne proposent pas d'avoir tous un petit vélo dans la tête. Hein. Merci Jean-Gabriel. Alors Aurélien, ce que nous dit là Jean-Gabriel, c'est très... Disons que ça fait un peu peur. C'est du domaine de la science et du domaine de la technologie.
Vous, quand on vous dit promesse de la science, vous avez peut-être tous vu ce qu'a écrit Aurélien sur le progrès dans Sud-Ouest. C'était assez noir. Les promesses de la science, ça vous fait peur ? Disons qu'il faudrait que j'apporte une réponse biographique. Je suis un techno-utopiste déçu, et ma déception est relativement récente, parce que si je fais mon histoire, modestement mon histoire littéraire, je me fais connaître en 2012 avec un premier livre qui s'appelle La théorie de l'information, qui est une sorte de réflexion sur ce que font les réseaux aux hommes, depuis l'arrivée du Minitel en France dans les années 80 jusqu'à l'arrivée d'Internet, en imaginant le pas d'après, avec par exemple, je sais pas, des téléchargements de conscience vers des mémoires ADN, des choses comme ça. Et en fait, je mets en scène quelque chose auquel je crois profondément, et dont je m'étais rendu compte à la naissance de ma première fille, qui était un peu concomitante à l'écriture de ce roman. Je la prenais beaucoup en photographie, tous les parents font ça, mais je me souviens avoir ajouté en plus ce détail, parce qu'en plus de la prendre beaucoup en photographie, j'ai gardé dans un œuf Kinder son truc de cordon ombilical quand il est tombé. Et il y avait quand même un côté, j'avais mis les mots dessus, je pense qu'on a tous ce rapport à nos enfants, il y avait ce côté, au cas où il lui arrive un malheur, j'ai assez d'informations, entre l'information génétique là et le code correcteur que seraient les vidéos que j'ai pris, on pourra la reconstruire. Voilà. Donc, et je me rends compte en fait que c'est le projet initial de la photographie, que c'est le projet initial qu'on a aux technologies, et qu'en fait derrière, très vite, le projet, il est totalement religieux. Il est religieux au point, et ça j'ai mis un peu plus de temps à le découvrir, où tout l'apparat technique qu'on déploie autour est purement un alibi. Parce que évidemment, c'était pas suffisant d'avoir pris beaucoup de photos d'elle et d'avoir un bout de cordon ombilical pour la refabriquer s'il lui arrivait malheur. Mais j'avais besoin d'y croire. Et mon bouquin s'inscrit justement dans cette perspective. À l'époque, on est en 2012. Et j'essaie, je me dis qu'en fait le progrès, c'est ce que disent les gens depuis un siècle et demi. Le progrès, c'est une religion sans Dieu, une religion vide, etc. Je trouvais ça pas totalement satisfaisant, et j'ai essayé d'imaginer quel était le culte que le progrès, à quoi le progrès rendait-il un culte. Et à l'époque, aujourd'hui c'est déjà un peu ringardisé, mais à l'époque c'était l'objet s'appelait la singularité technologique, qui avait été théorisée par un certain nombre de chercheurs, dont Ray Kurzweil, qui a intégré le groupe Google en tant que chercheur de la science du futur. La singularité technologique, pour le dire simplement, on suit la loi de Moore, doublement de la puissance de calcul des microprocesseurs tous les 18 mois, loi totalement foutraque d'un point de vue scientifique, mais empiriquement vérifiée jusqu'à récemment, parce qu'effectivement, depuis les années 50, les microprocesseurs doublent comme ça tous les 18 mois leur puissance de calcul. Donc voilà, en 1900, l'exemple le plus rigolo, c'est que, je ne sais pas si les données sont exactes, mais moi quand j'étais enfant, l'ordinateur le plus puissant du monde, c'était un Cray 2 à refroidissement liquide qui était utilisé essentiellement par les sociétés de météo et celles qui faisaient des simulations de fission nucléaire, et il a à peu près la puissance qu'il y a dans mon iPhone, et mon iPhone n'est pas un iPhone récent, je crois, voilà, un iPhone de 3-4 ans, voilà. Donc on savait très bien, voilà, que on allait arriver à un tel niveau qu'on arriverait à faire des choses de plus en plus intelligentes et puis à s'intégrer, etc. Et puis arriverait le moment, c'est ça, là où le terme de singularité technologique est marrant, c'est qu'en fait le terme de singularité est un terme qui vient de l'astrophysique. C'est l'horizon du trou noir. C'est au-delà de l'horizon, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, les lois de la physique en sont peut-être changées. On ne sait pas profondément pas ce qui se passe. Peut-être qu'on débouche de voyage dans le temps ou tout ce qu'on veut. Et la singularité technologique, c'est l'idée qu'on va faire des machines de plus en plus performantes, de plus en plus intelligentes, et puis soudain, pop, ça va faire poup, et soudain, on ne sait pas quoi, Dieu va apparaître en fait. Et c'est vraiment ça. Le mythe dernier, c'est ça. Alors, il y a plein de façons, et c'est ça qui est intéressant avec le mythe de la singularité technologique, c'est la singularité technologique faible, ce serait téléchargement de conscience, façon Futurama, des têtes qui vivent des têtes qui vivent pour l'éternité dans des cuves ou des corps qu'on recharge, etc. Il y a toute la modalité, mais la modalité ultime, c'est la fabrication technique du paradis, en fait. C'est des rêveries qui sont très anciennes, qui remontent pour la théologie chrétienne, à Joachim de Flore, etc. L'idée qu'après, il y a eu d'abord l'âge du Père, après l'âge du Fils, et viendra le troisième âge qui sera l'âge de l'Esprit, qui rejoignent évidemment les théories théologiques bien connues j'ai un trou de mémoire de ce théologien qui a inventé le concept de noosphère. Teilhard de Chardin, voilà, merci, qui rejoignent évidemment les théories de Teilhard de Chardin, etc. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait, mais je ne savais pas complètement que ça m'intéressait, c'était la partie un petit peu, voilà, je le traitais avec ironie, mais j'avais quand même un rapport à la science
voilà, qui était marqué par une empreinte religieuse inconsciente avec le concept de singularité technologique. Voilà, j'ai trouvé une façon un peu de biaiser entre les deux. Il était à peu près cohérent de croire en Dieu si Dieu était un objet technique qu'on allait assembler, et il n'y avait pas de raison de penser qu'on n'allait pas réussir à l'assembler. Ça, c'était l'arrière-fond. L'autre chose, et je pense que c'est quelque chose de générationnellement très fort, et que pour moi, j'ai deux grandes sources de mélancolie dans la vie. C'est l'idée que je vais mourir et l'idée que je verrai pas, qu'un jour je mourrai et que le programme de télescope spatial est encore en cours. Et c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, pour moi, la mélancolie la plus profonde, c'est celle-ci. Parce que moi, j'ai grandi à l'époque où la NASA envoyait encore des navettes spatiales, et j'ai grandi à l'époque où il y avait Hubble. Je ne sais pas si vous vous rappelez la grande geste de Hubble. Hubble est envoyé dans l'espace. Hubble fait des photos floues, c'est ridicule. La NASA répare Hubble, et là, d'un coup, c'est merveilleux. C'est-à-dire, les photos que Hubble nous envoie de l'espace, c'est d'autant plus merveilleux qu'il y a ce petit détail que j'adore, c'est que on ne voit pas de supernova. Enfin, de temps en temps, il y a des signaux gamma, je ne sais pas quoi, il y a une supernova, et puis on se dépêche de pointer les télescopes vers le signaux gamma, et on arrive à peu près, avec le recul, à filmer une supernova. Mais il y a tellement d'étoiles dans le ciel qu'en fait, il y a des supernovas à tous les niveaux. Il y a une supernova au temps T, et puis à T plus 1, etc. Et juste en faisant des montages, mais vraiment comme du cinéma primitif, en faisant des montages comme ça de capture du ciel à plein d'endroits, on arrive avec Hubble à fabriquer des films de choses qu'on ne verra jamais, et à fabriquer des films d'une durée qui s'étend sur plusieurs milliards d'années. Moi, j'avais été fasciné enfant quand j'étais allé à la Villette au musée des sciences de voir des films en accéléré d'herbes qui poussaient ou au ralenti, etc. Voilà, voir une pomme pourrir. C'est partie des 2 ou 3 grandes expériences métaphysiques de ma vie, de les avoir vues en accéléré. Et bien là, on arrivait à faire la même chose avec l'espace. Et donc, on savait que Hubble, c'était super. Et puis, on savait qu'il faudrait le télescope d'après. Donc, le télescope d'après, c'est le télescope Webb, qui a été retardé plein de fois. Je crois qu'on a un nouvel, mais je confonds peut-être avec un autre. Il était sur le canal de Panama, il va à Kourou, etc. Mais on est sur des programmes qui sont très longs. C'est-à-dire, on nous annonce une ligne de financement est votée à la fin des années 80 pour le successeur de Hubble. Le truc est fabriqué assez péniblement, parce que c'est compliqué de faire des machins, est fabriqué assez péniblement, et en 2022, il part dans l'espace. Le truc a duré plus de 30 ans, et donc on pense déjà au télescope d'après. On pense évidemment à des types de télescopes ultimes qui seraient à l'opposé de la Terre et qui utiliseraient la Terre elle-même comme une lentille gravitationnelle pour grossir le ciel. On pense à des choses totalement dingues. On sait que techniquement on peut les faire, parce que je ne parle pas de sciences totalement spéculatives. Les télescopes, c'est une technologie qui est à peu près acquise, c'est pas compliqué d'aller poser un télescope sur la Lune, sauf que je sais très bien qu'on ne le fera pas. Voilà. Et je suis obsédé par cette idée que ces images de l'univers, je ne les verrai pas. Donc les grands moments, les rares moments comme ça, où dans cette espèce de déclin de ma croyance en une sorte de salvation scientifique, j'ai vraiment eu des frissons. Ça a été la détection des ondes gravitationnelles par LIGO il y a quelques années. Ça a été, il y a 3 ou 4 ans, la première photo d'un trou noir, même si ce n'est pas une vraie photo d'un trou noir, c'est quand même une captation de trou noir. Voilà, l'idée que j'ai l'impression, là, pour le coup, d'être un très vieux peintre. Le père de, j'aime bien cette anecdote, je ne sais pas pourquoi, le père de Baudelaire, qui était un peintre de fête galante, en fait, pardon, le père Baudelaire naît d'un père très vieux, donc en fait, ça explique un peu la psychologie bizarre de Baudelaire, c'est qu'en fait, son père est un homme du XVIIIe siècle. Ben voilà, moi, je suis une sorte d'homme du XVIIIe siècle comme Baudelaire, qui voit quand même, in fine, la photo apparaître, et qui est un peu torturé par ça. Je sais que les photos du futur vont arriver, mais ça me rend mélancolique, parce que j'en verrai pas la suite. J'ai eu la chance de connaître et le CERN et le LHC, je ne connaîtrai pas le Super Hadron Collider. J'ai la chance, voilà, l'ultime point de croyance technologique. En général, c'est à ça qu'on reconnaît les fous les technophiles fous sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Ils disent le réchauffement climatique, oui, mais il y a ITER. Voilà, ITER, bon, sauf que ITER, c'est un démonstrateur qui ne produira pas d'énergie et qui a une chance sur 2 de marcher. Et si ça marche, ce sera en, je sais pas, 2050, je ne sais même plus les chiffres de lancement. Voilà, le côté, oui, mais il y a peut-être une petite... on va probablement trouver la technologie, parce que je reste un peu techno-optimiste au fond. Mais là, le problème, c'est il y a peut-être une zone un peu confuse de quelques années qui va se passer. Et ça a été une révélation, mais je pense qu'il y a une révélation un peu générationnelle et plutôt collective. Mais cet été, moi, mon grand rêve, enfant, je jouais au Playmobil et mon grand rêve était d'aller dans l'espace, ou à tout le moins que tout le monde aille dans l'espace, qu'il y ait des cités spatiales, etc. Enfin, c'est une croyance totalement normale de quelqu'un qui a grandi dans les années 80-90. Cet été, quand un pas décisif a été accompli avec les vols spatiaux de quelques milliardaires, Bezos d'un côté et le PDG de Virgin dont j'oublie le nom de l'autre, l'événement que ça signifiait remontait, non pas à mon enfance,
ou alors à mon enfance avant 1989, l'événement que ça signifiait n'était pas une victoire de la science, c'était une victoire de la lutte des classes. Voilà. Spontanément, on a vu le truc, on fait en fait, ouais, bon bah, on est content que les employés d'Amazon aient refusé de se syndiquer par référendum il y a quelques mois, ça permet à Jeff Bezos d'aller dans l'espace. Et c'était pas normal en fait, je veux dire, mais c'est quelque chose. En fait, c'est une très vieille question. Il y a des pages très belles de Walter Benjamin là-dessus, et c'est quelque chose qui est toujours traité. C'est la seule chose qui compte dans le progrès, c'est la corrélation possible entre progrès social et progrès scientifique. Et exactement. Et je ne sais pas pourquoi, probablement parce que je suis contemporain de l'arrivée d'Internet et d'un vrai moment d'accélération. Faut revenir sur l'iPhone, qui est quand même une sorte de skateboard mental qui nous a emporté plus loin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé que le progrès social procéderait mécaniquement du progrès scientifique. Et là, en fait, ce moment de vols spatiaux de milliardaires cet été a été la première preuve vraiment d'une trahison de ce modèle de pensée. Et donc, je n'en suis pas revenu de n'en avoir autant rien à faire que les hommes aillent dans l'espace par leurs propres moyens. Alors, c'est intéressant de vous en écouter tous les deux. De toute façon, c'est intéressant de vous écouter parce que à aucun moment vous avez parlé d'intelligence artificielle. Or, votre livre sur la singularité, justement, Jean-Gabriel Ganassia de 2017, c'était faut-il craindre l'intelligence artificielle? Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans les promesses de la science, il y a quelque chose autour de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire non pas quelque chose qui est connecté à nous, bien qu'on parle de cobots, etc., qui sont des robots qui travaillent avec l'homme, mais restons sur le robot, le vrai robot tel qu'il a été inventé dans les années 1920 et qui est aujourd'hui à l'œuvre. Ça, c'est une promesse, ça existe déjà, c'est pas intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux sur ça, sur cette espèce de, sachant qu'il y a différents niveaux d'intelligence, faut-il avoir peur, quoi, de ça, de cette intelligence artificielle? Alors, peut-être, j'ai l'impression qu'on n'a pas arrêté de parler d'intelligence artificielle, mais on ne l'a pas dit. Il faut savoir que le livre que j'ai écrit en 2017 s'intitulait « Le mythe de la singularité ». Et Aurélien tout à l'heure a repris cette idée du mythe de la singularité. Le sous-titre était « Faut-il craindre l'intelligence artificielle ?» Parce que justement, je parlais d'un certain nombre d'utopies qui se sont construites à partir de travaux d'intelligence artificielle qui, en réalité, sont antérieures puisqu'elles viennent de la science-fiction. Elles ont été d'abord imaginées par des mathématiciens au début des années 50. Le terme intelligence artificielle n'avait pas été encore créé, qui constataient, donc ces mathématiciens, que la puissance des calculateurs doublait régulièrement. Et à partir de ça, ils se sont dit, eh bien, si la puissance des calculateurs double, si l'intelligence des machines, entre guillemets, est liée à la puissance, l'intelligence des machines double, et donc à un moment donné, elles vont être plus intelligentes que nous, et elles vont prendre le pouvoir. Et bien sûr, on peut craindre cela en pensant que les machines vont nous dépasser, ça c'est le scénario inquiétant. Et puis le scénario optimiste, celui de gens comme Ray Kurzweil, c'est de laisser entendre qu'on va pouvoir s'hybrider aux machines, et à ce moment-là, on va être capable de transférer notre conscience sur les machines pour devenir, si ce n'est immortel, du moins reporté quand même pendant très longtemps, puisqu'on pourra jeter le corps et continuer à vivre. Alors, le roman que vous avez évoqué tout à l'heure, ce matin, Maman a été téléchargé, c'est cette histoire, et justement, ça rejoint peut-être un peu les préoccupations d'Aurélien, c'est se demander, mais qu'est-ce qui se passera le jour où ça adviendra ? Supposé, et là c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, sa mère sans sa mort prochaine, et elle décide de sauter le pas. Et donc elle lui dit, ben voilà, occupe-toi de moi après. Et donc non seulement bien sûr elle va être téléchargée, mais ensuite elle doit se réincarner. Alors, elle lui dit, est-ce que tu veux voir mon robot Et alors lui, bon, il trouve que c'est un peu indécent quand même de voir le corps de sa mère. Il dit, non, je verrai après. Et bon, elle meurt, elle se télécharge, et là, il réalise que sa mère a choisi un robot sexuel.
bon, on la comprend quand même. Elle a voulu quelque chose qui était, un corps qui était idéal. Mais lui, c'était pas l'image qui se faisait de sa mère. Et bon, ça commence bien sûr assez mal. Et après, ça devient une catastrophe parce que sa mère, elle a envie de faire tout un tas de choses qui sont absolument, enfin, qui va pas du tout. Et le mélange des vivants et des post-vivants, hein, des transhumains, se passe extrêmement mal. Et je crois que c'est un peu ça aussi, hein, cette société dans laquelle on est. Alors après, il faut bien sûr dire que ces projections, hein, sont totalement illusoires. Hein. Alors tout à l'heure, ce qu'a dit Aurélien, c'est important aussi, il a parlé de la fabrication du paradis. Hein, vous savez que justement, hein, dans ces théoriciens de l'intelligence artificielle qui font des projections sur le futur, il y a l'idée donc que même si on n'est pas immortel, on va vivre plus longtemps, et au fond ça ressemble un peu à la religion. Et il y a même une religion, la religion de la voie du futur, qui a été inventée par un ingénieur de chez Uber, qui ensuite a monté une entreprise et qui a eu une start-up qu'il a revendue, qui a fait fortune. Et là, ensuite, il a monté une église. Mais vous voyez, comme aux États-Unis, on monte plusieurs start-up, donc il en avait monté plusieurs. Là, ben, il a monté une église, il a dit c'est ma première église. Il n'excluait pas, bien sûr, d'en monter 2 ou 3 autres après. Et donc, c'est effectivement ce monde qui est quand même un tout petit peu étrange, hein, que je crois il est important de pouvoir en même temps, dénoncer ici. Juste une parenthèse, ça fait peur. Et puis en même temps, aujourd'hui vient de paraître la 10e symphonie de Beethoven, qui a été écrite par une intelligence artificielle à partir de quelques notes qu'avait données Beethoven pour cette 10e symphonie. Et donc là, c'est une collaboration entre de l'intelligence artificielle et des ingénieurs et des compositeurs. Donc l'intelligence artificielle, là, vient au secours, vient aider la créativité, vient aider, et en même temps, crée une 10e symphonie de Beethoven qu'il n'a jamais écrite, donc donne vie à quelque chose qui n'a jamais été fait. Tout à fait. Hein. On est capable de recréer, par exemple, dans le domaine de l'archéologie, hein, on recrée des paysages avec de l'intelligence artificielle. On est capable à partir de quelques fragments, hein, de reconstituer le passé. Éventuellement, on peut anticiper le futur. Tout ça, c'est très positif. Mais bien sûr, la question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment neuf ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont vraiment des promesses de la science ou est-ce que ce sont des désirs humains que l'on projette sur la science ? Et ça, c'est bien sûr, c'est une question ouverte. Et donc, on le disait tout à l'heure, hein, on nous promet l'immortalité, mais c'est pas nouveau. Hein, la jouvence, c'est pas nouveau. Le paradis, c'est pas nouveau. Hein, et moi, ce que j'avais essayé d'analyser dans le mythe de la singularité, c'était du point de vue religieux à quoi ça ressemblait. Et moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus proche que d'une religion, c'était beaucoup plus proche de courants spirituels qui sont nés au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, qu'on appelait les gnoses. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les gnoses, je rappelle très rapidement, c'est l'idée que le monde est mal fait, qu'il a été l'œuvre d'un faux dieu, d'un démiurge, d'un usurpateur, et que, il faut le réparer avec la connaissance. C'est pour ça que ça s'appelle gnose, oui, ça vient de cognoscere en latin. Il y a ça, effectivement, chez un certain nombre de scientifiques, en particulier la Silicon Valley, l'idée que la technologie est cette connaissance, qu'elle va permettre de réparer le monde pour ensuite faire advenir une spiritualité parfaite et un idéal. Et je crois que c'est ça, en tant que scientifique, que j'ai essayé de démonter un tout petit peu, de montrer qu'il y avait quand même assez peu d'arguments tangibles qui permettaient d'asseoir ce type de projection sur le futur. Aurélien, cette idée d'intelligence artificielle autonome, c'est-à-dire, vous savez, quand on classe les niveaux de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs niveaux, et puis il y a le dernier niveau qui est l'intelligence artificielle qui fonctionne toute seule. Donc, comment vous réagissez à ça, vous ?
Bah déjà, il y a eu au début de l'été, il y a eu quelques retraits remarqués d'acteurs de la voiture autonome qui ont dit qu'en fait, ils n'y arrivaient pas. Et il y a 2 ou 3, je crois qu'Uber, justement, et un autre groupe important a dit qu'en fait, on resterait sur les voitures autonomes de type 4, mais pas sur les voitures autonomes de type autonome. C'est en gros, l'exemple donné par les journalistes, c'est la place de l'Étoile à Paris, voilà, celle qui arrivera jamais à franchir la place de l'Étoile, que j'ai traversée à vélo hier. En fait, c'est faux, c'est hyper facile. C'est juste la priorité est inversée. Et ça m'a rappelé un article dont j'ai oublié l'auteur, mais qui est un article qui a totalement changé mon point de vue sur l'intelligence artificielle, qui parlait de la question des intelligences artificielles généralistes. Les intelligences artificielles, en fait, on sait d'où elles naissent. Elles naissent en partie des recherches de Yann Lequin pour la reconnaissance des lettres sur les chèques, pour le crédit populaire de Bretagne, je crois, un truc comme ça. Et c'est hyper spécifique. Et il y a un moment un peu d'envol où c'est vrai qu'on est hyper fort pour distinguer le E du F. Peut-être qu'on va pouvoir distinguer des visages humains. Peut-être qu'on va pouvoir peindre des peintures façon Van Gogh. Voilà, tout le monde s'emballe totalement. Il y a 4 ou 5 ans, un peu plus, une petite dizaine d'années sur les réseaux neuronaux et le deep learning. En fait, on se rend compte que ce n'est pas des intelligences artificielles généralistes. L'une des façons dont on s'en rend compte, et j'y reviendrai parce que c'est là où je pense que le point est important, c'est qu'on se rend compte qu'elles sont racistes, par exemple, et que si on prend un visage d'Obama et qu'on le corrige, au bout d'un moment, ça donne un blanc, mais pas l'inverse. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait, elles ont des biais. Et là, comme on ne sait pas comment elles fonctionnent, c'est le principe de ces systèmes d'intelligence artificielle, on commence à chercher d'où viennent les biais, etc. Donc on réintroduit quand même du social là où il n'était pas censé y en avoir. Et ça m'a rappelé une expérience de pensée. Je ne suis pas très précis, mais pareil, connu dans le monde des théoriciens de l'évolution, c'est pourquoi est-ce que n'existe pas de super individu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une espèce qui va détruire toutes les autres? C'est-à-dire, il y a des espèces qui ont les meilleures dents, mais elles n'ont pas les meilleures ailes, voilà. Et on y sorte d'équilibre, comme ça, homéostatique, très instable, mais qui fait que quand arrive le tyrannosaure ne dure pas, et qu'au final, c'est comme si l'écosystème terrestre pouvait accueillir un certain nombre de propriétés et ne pouvait pas accueillir une espèce trop exceptionnellement douée. A priori, on est contemporain de l'apparition d'une espèce trop exceptionnellement douée et on commence à se douter que ça ne va pas bien finir. Et du coup, ça correspond assez à cette histoire d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce que dit finalement cette expérience de pensée des darwinistes, c'est qu'il ne faut pas penser les qualités purement des individus en dehors des qualités générales que peut supporter un écosystème. Voilà, un super prédateur n'aurait aucun sens dans un écosystème donné, et au bout d'un moment, ça se lissifie un petit peu parce que ça ne peut pas exister. C'est pas que ça ne doit pas exister, c'est que ça ne peut pas exister, ça n'aurait aucun sens. C'est un peu pareil avec les intelligences artificielles. Il peut exister plein d'intelligences artificielles spécifiques, mais il ne peut pas exister de super intelligences artificielles qui les engloberaient toutes. Et quand bien même ça pourrait utiliser, et c'est là où la question sociale et de l'acceptabilité sociale revient, où la question de l'acceptabilité écologique revient, c'est qu'en fait, notre écosystème ne peut pas le supporter. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux la crise écologique. Il ne faut pas la considérer comme une péripétie malheureuse. Il ne faut pas la considérer comme « Ah, on y était presque, merde, s'il n'y avait pas eu la crise écologique, en 20 ans, on avait résolu le problème d'intelligence artificielle. » Je pense que la crise écologique est profondément corrélée au problème du fait qu'on ne peut pas faire naître d'intelligence artificielle. Je ne dis pas que c'est la nature qui se venge en se réchauffant exprès, mais qu'un monde qui fabrique assez de puissance de calcul pour générer une intelligence artificielle est aussi un monde profondément déréglé d'un point de vue thermodynamique et est aussi un monde qui ne peut pas fabriquer d'intelligence artificielle. C'est aussi simple que ça, je pense. Oui, parce que si on prenons le Bitcoin et prenons l'ensemble des monnaies virtuelles, elles consomment une électricité folle, ça pollue de manière incroyable, et ça n'a qu'une utilité virtuelle. Donc, c'est totalement... Enfin, disons que si le diable existait, ce serait là, c'est presque sa preuve. C'est-à-dire au moment où on commence à décarboner les économies, où ça commence à devenir un horizon possible, on invente le Bitcoin, qui est une sorte d'instance de recarbonation folle. Qui en plus fait vieillir les machines qui minent les bitcoins de manière très rapide, ce qui fait qu'on est obligé de changer l'ordinateur en permanence. Donc on consomme, non seulement on consomme de l'électricité, mais on consomme des pièces d'ordinateur, des terres rares, etc. Oui, non, je voulais dire deux choses. D'abord, la notion d'intelligence artificielle est peut-être à rappeler. Hein. Le terme a été inventé en 1956 par des mathématiciens qui souhaitaient utiliser les ordinateurs pour mieux comprendre notre intelligence. C'est donc d'abord une discipline scientifique.
Et l'idée, c'était de décomposer l'intelligence en fonctions cognitives, par exemple la perception, la mémorisation, l'apprentissage, le raisonnement, la communication, et simuler chacune de ces fonctions. Ça fait faire des progrès extraordinaires. Et puis ensuite, une fois que ces fonctions sont simulées, on utilise les résultats de cette simulation pour des technologies. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Mais vous voyez, en ce sens-là, on ne peut pas dire on a une intelligence artificielle, vous voyez, parce que c'est une discipline scientifique, il n'y en a qu'une syntaxiquement, vous voyez, on ne dira pas il y a une physique, moi je vais faire une autre physique ou une autre mathématique. Et donc, effectivement, il y a une dérive, parce qu'on prend souvent le terme au sens littéral, et on suppose qu'une machine peut être intelligente. Et ce n'est pas tout à fait ça, l'intelligence artificielle, au départ, ça n'est pas ça son objectif. Et puis la deuxième chose, c'est la notion d'autonomie, qui est un peu ambiguë, parce que vous savez que étymologiquement, autonomos, nomos c'est la loi, autos c'est soi, ça veut dire qu'il se donne sa propre loi. Au départ, c'est une cité qui est autonome, parce que elle n'est pas soumise à une autre, elle écrit elle-même son droit, elle n'est pas une colonie d'une autre cité. Et puis ensuite, à partir du XVIIIe, c'est un individu qui est autonome, avec Locke, Rousseau, etc. C'est l'idée que quelqu'un, ou Kant, c'est l'idée que quelqu'un est capable de se donner sa propre loi, qui n'est pas soumis ni à une tradition, ni à une religion. C'est rationnellement qu'il va devenir un être moral, parce qu'il a choisi les maximes de sa propre volonté. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une voiture autonome, ce n'est pas de ça dont on veut parler, on veut dire simplement qu'elle est automatique. Alors, imaginez ce que ça pourrait être une voiture vraiment autonome, parce que je pense que le malentendu, il est qu'on utilise ce terme, mais en réalité, on ne le comprend pas. Et parce que si elle était vraiment autonome, alors... Elle irait où elle voudrait. Voilà, elle irait là où elle voudrait. Donc, supposez que vous vouliez aller à la piscine. Bon, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais enfin, supposez que vous ayez quand même envie d'aller à la piscine, une piscine chauffée. Vous dites à la voiture, je vais à la piscine, et elle vous dit non, 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 non. Vous avez mal aux dents, je vous ai pris un rendez-vous chez le dentiste. Et ça, c'est vraiment... Ou alors elle dit, le parking de la piscine, il est vraiment pas super, je vais vous amener au cinéma, il y a un bien meilleur parking. On ne voudrait surtout pas ce genre de choses. Donc ça ne correspond même pas au désir. Après, il y a une deuxième chose qui est la réalisation technique de voitures automatiques. Et là encore, on se rend compte que ces voitures totalement automatiques poseraient plein de problèmes, parce que ce serait un peu difficile sur la place de l'Étoile. Mais pas seulement, moi j'ai une autre raison pour laquelle ce serait vraiment insupportable. Vous êtes d'accord que si on fait des voitures automatiques ou autonomes, on va faire en sorte qu'elles n'écrasent pas les gens dans la rue. Et les lycéens, les collégiens, on a tous été collégiens, ou collégiennes, ils sont facétieux. Et ils savent que les voitures n'écrasent pas les humains. Et donc, ils vont se planter devant les voitures et ils vont créer des embouteillages monstrueux, ce qui est assez drôle. Mais ce qui fait que ce serait vraiment une catastrophe. Donc tout ça pour dire, non, on ne veut ni de voiture autonome, ni vraiment de voiture automatique d'ailleurs, on veut autre chose. Et donc effectivement, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ces systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas des objets techniques indépendants qui vont s'opposer à nous. Non, ce sont ce qu'on appelle des systèmes sociotechniques, c'est-à-dire qui prennent leur sens dans une société. Et toute la difficulté, c'est de savoir exactement comment articuler cette technique et cette société. Et bien sûr, aujourd'hui, le risque, c'est que ceux qui décident de la fonction de ces systèmes, ce sont des gens qui ont le pouvoir et qui le font avec des fins qui ne sont peut-être pas les fins de l'ensemble des personnes de la société. Quel pouvoir? C'est les entreprises? C'est le pouvoir de Google ou de... C'est par exemple, effectivement, le pouvoir de ces très grandes entreprises qui, c'est pas des pouvoirs qui nous démocratiques. expliquent que le futur sera formidable, mais qui derrière ont des ambitions qui sont doubles, à la fois des ambitions économiques, mais là ils ont réussi. Et à mon sens, ceux qui sont à la tête de ces entreprises veulent aller beaucoup plus loin. Ils ont aujourd'hui des ambitions politiques. C'est-à-dire, ce que je crois, c'est qu'ils veulent assumer à la place des États un certain nombre d'attributs de la souveraineté. Par exemple, ils sont capables de dire, l'État, oui, vous savez, par exemple, le privilège de battre monnaie, c'est un attribut de la souveraineté. Ils vont nous dire, avec les bitcoins, nous, on bat monnaie, c'est ce que fait Facebook avec les Libra, par exemple. Et puis, ils peuvent aller plus loin, par exemple, sur lever l'impôt. En France, par exemple, vous savez que les taxes sur les piscines, on utilise Google Maps pour savoir où sont les piscines. Ou en Grèce, on va utiliser ça pour le cadastre. Et puis, on peut décliner sur tous les attributs de la souveraineté. Vous allez voir que chaque fois
parfois, les gros groupes veulent... Et alors, ils arrivent très gentiment, ils disent « on va vous aider, ça va être moins cher hein ». Mais en réalité, bien sûr, ça veut dire qu'ils assument à la place des États tout un tas de fonctions. Et c'est, je crois, si on veut conserver notre liberté, parce que la souveraineté, c'est lié à la liberté. Vous lisez la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est l'idée que l'État, c'est le peuple, c'est le peuple souverain. Et bien ça, c'est en train de disparaître. Et c'est pour ça, je crois qu'on est en train, effectivement, de vivre avec le numérique une période extrêmement difficile. Et je crois qu'il faut vraiment se réveiller. Juste si ces sujets-là, qui sont passionnants, vous intéressent, la semaine prochaine aux tribunes de la presse, il y aura beaucoup de débats sur les pouvoirs, et notamment les pouvoirs des GAFA, qui sont quasiment des pouvoirs d'État aujourd'hui. Avant de conclure, je voudrais quand même, Jean-Gabriel, Aurélien, vous aviez quelque chose à dire là? Non, juste très rapidement, le grand film sur l'intelligence artificielle, c'est Terminator 2. Et ce qui fait de Terminator 2 un film si effrayant, c'est que les machines décident de nous détruire à partir d'un incroyable complot impliquant un voyage dans le temps, décident de nous détruire de façon non consciente, en fait. Et elles sont suprêmement intelligentes, mais leur intelligence est décorrélée de la conscience, en fait. Et on sent qu'elles vont nous détruire de façon totalement inintentionnelle. Et c'est là où c'est effrayant. C'est que le vrai sujet de l'intelligence artificielle, c'est que c'est une autre instance que la conscience de soi. Et effectivement, c'est né de l'analyse des processus cérébraux, mais ça devient une discipline totalement exotique si on enlève justement le sens de la liberté. Il n'y a aucune raison que les machines soient libres. Ça les rendrait même plutôt inefficaces, à vrai dire. Bon, ben moi qui voulais que les promesses de la science soient quelque chose de positif, je suis servi. Juste un dernier point, Jean-Gabriel, qu'est-ce que c'est les servitudes virtuelles? Je vois que votre prochain livre va être titré sur les servitudes virtuelles. En 2 mots, c'est quoi la servitude virtuelle? C'est les nouvelles servitudes qui sont liées au numérique, et elles sont virtuelles parce qu'elles sont créées dans le monde virtuel. Et alors, en plus, on est ici à Bordeaux, et ça me fait plaisir, parce que c'est un peu en écho aux servitudes volontaires. Étienne Laboétie, ce très jeune homme, expliquait que la servitude, les chaînes, pourtant, qui étaient réelles à l'époque, en réalité, on pouvait s'en libérer, c'est-à-dire que le peuple pouvait ne pas obéir. Et donc, il disait, on accepte la servitude. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que dans le monde virtuel, on a l'impression qu'il n'y a pas de contraintes, et en fait, il y a des vraies servitudes, et je ne suis pas certain qu'on puisse y échapper. En tout cas, c'est la question que je pose dans ce livre. Alors donc, dernière question, comme à toutes les autres tables rondes, une raison d'espérer? Alors oui, moi j'ai beaucoup de raisons d'espérer aussi, parce que je suis optimiste. Moi je travaille sur les humanités numériques, c'est-à-dire sur l'utilisation des technologies du numérique pour les disciplines d'érudition classiques, et il me semble que ça permet un développement de l'intelligence. Je travaille par exemple avec des littéraires, et on fait des analyses textuelles avec des opérateurs d'interprétation qui sont nouveaux. On n'automatise pas le travail, bien sûr ça n'a aucun sens, mais au contraire on l'équipe, et je crois que c'est un prolongement de l'intelligence. Et à ce moment, l'intelligence artificielle, ça n'est pas simplement la modélisation de l'intelligence, ce n'est pas l'automatisation des processus, mais c'est au contraire l'équipement et l'augmentation de l'intelligence. Aurélien, une raison d'espérer quand même? Allez. Non, le fait que Facebook est devenu un réseau horriblement ringard, et qu'il suffit par exemple, il suffit même pas de demander aux gens s'ils sont anti-vax, il suffit de leur demander s'ils sont sur Facebook. Et en général, s'ils sont sur Facebook, leur probabilité qu'ils soient anti-vax est hyper élevée. Voilà, Facebook est vraiment devenu une sorte de ils sont là, quelquefois. Non, mais qui est vraiment devenu un lieu de bêtises collectives jamais atteint, a réussi à se réinventer en inventant Instagram, qui était à la base un réseau totalement ringard de gens qui prenaient des photos d'eux en vacances. Et ils ont réussi, avec Instagram, que j'utilise beaucoup, alors que j'avais quitté Facebook il y a 5 ans, parce que je trouvais que c'était vraiment que des passions mauvaises. Et avec Instagram, ils ont réussi un truc nouveau, qui est une sorte de rebascule de la grande aventure de la conscience de soi en Occident, qui est notre grande aventure depuis plus de 2 millénaires. Et avec Instagram, on se montre
Et la question de l'exhibitionnisme, qui est une question assez ringarde, est totalement levée, et c'est une sorte de nouvelle expression de soi-même. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je voulais rebondir là-dessus, j'ai oublié, sur cette histoire de jupe. Moi, quand je tenais un journal intime, il y avait le côté, si ma sœur lisait mon journal intime, je n'avais pas donné mon consentement, eh ben, elle avait beau l'avoir lu, ce qu'elle avait lu, elle ne l'avait pas lu. Parce que le point le plus important, c'était le consentement. Et on voit bien autour des questions qui se jouent sur l'amour, qui est passé d'un idéal chevaleresque de la conquête à un idéal impliquant le consentement comme chose dernière. Si vous voyez sous ma jupe et si je n'ai pas donné mon consentement, vous n'avez rien vu. Parce que, in fine, la seule chose qui est importante, c'est pas de conquérir, c'est de recevoir un consentement. Et ça me rappelle, justement, c'est pour ça que je rebondis sur Instagram, le rapport de la privaté, de l'expression privée de soi qu'on a sur les réseaux sociaux. Paradoxalement, à partir du moment où il part d'une volonté d'expression, ce n'est pas de l'exhibition, c'est juste l'aventure de la conscience de soi. C'est Montaigne revisité, c'est Saint-Augustin revisité, et c'est quelque chose qui nous engage beaucoup et qui participe de la grande aventure humaine. Merci d'avoir fini. Ça, c'était bien, ça. Hein. Merci d'avoir fini sur les humanités l'un et l'autre. Bien, merci Didier, merci à tes invités, merci messieurs.